Hey, salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 de ma série de vidéos sur vos collections que vous m'envoyez par mail. Donc j'ai reçu encore de nombreuses photos, d'ailleurs j'en ai encore après cette vidéo parce que je n'aurai pas le temps dans cette vidéo de toutes les passer. Donc après cette vidéo là je compte faire une pause. Je ne perds pas les collections que vous m'avez envoyées, mais je les ferai dans quelques temps parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de vidéos très très lourdes en termes de durée et j'ai envie de revenir sur les formats que je faisais avant, sélection et test de montre. Voilà, donc j'ai pas besoin de plus expliquer le concept, hein, je pense. Au bout de 4 épisodes, ça devrait être acquis. Hein. Je vais regarder les collections donc, que vous m'avez envoyées et je vais faire un petit commentaire sur les montres que j'ai devant les yeux et mettre une petite note dessus qui n'a pas grande signification. Juste, ça signifie l'intérêt que je porte à cette montre. Enfin, l'intérêt en tout cas. Si cette montre m'a tapé dans l'œil, voilà. C'est un peu comme la note qu'il y a sur Daily Shoes quand il y a un invité qui note le design. Voilà. Ça s'apparente un peu à ça, sauf que quand je connais les spécificités qu'il y a derrière, etc., ça rentre en compte bien sûr dans la note. Deux informations avant de vraiment commencer cette fois-ci. Je porte actuellement ma Longines Spirit, qui est une montre que j'adore, voilà, la version 40 mm. Et aussi, c'est la dernière vidéo que je tourne avec juste le son du micro de l'iPhone pour capturer ma voix. D'ici les prochaines vidéos, j'aurai un système de micro-cravate, donc j'espère que le son sera meilleur. En tout cas, je pourrai mettre plus loin mon iPhone pour que vous ayez un meilleur son. Voilà, et je tenais aussi à vous remercier pour les très bons retours que j'ai eus sur ma vidéo de ma collection. Bref, c'est parti avec la première collection. Allez, donc c'est parti avec la toute première collection devant les yeux. Il s'agit de la collection de Akiro. Alors pour ceux qui ont souhaité partager leur Instagram, il sera dans la description, peut-être pas au moment de la publication de la vidéo, mais je vais le mettre. En ce qui concerne Akiro, je crois qu'il n'a pas souhaité communiquer son Instagram. Alors, Akiro, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors oui, ça c'est un petit peu la nouveauté de cette partie 4, c'est que je vous ai demandé quand vous me contactiez que ça serait cool que vous me fassiez un petit commentaire sur les montres, et donc là il a un petit peu commenté. Donc Akiro, il a 25 ans, il a commencé à s'intéresser à l'horlogerie en 2017 avec les Fashion Watch. Donc ensuite il a découvert les montres mécaniques. Voilà, donc j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi qui me dit, puis je me suis dit qu'il fallait un peu de cohérence et de qualité dans ma collection. Bah oui, c'est un petit peu le cheminement finalement d'une collection. On ne sait pas trop ce qu'on va faire au début, puis après on essaye de se recentrer, de donner du sens à notre collection et de revendre les montres qui nous intéressent le moins, d'en acheter d'autres, etc. Voilà, donc il s'est limité à 10 montres qui couvrent en tout cas pour lui toutes les situations possibles qui peuvent lui arriver. Voilà, donc il aime bien avoir de la diversité à l'intérieur. Bref, voilà pour le contexte autour de cette collection. Je pense que c'était assez intéressant. Alors, dans sa collection, on va commencer avec celle-ci. Il s'agit... alors pas du tout, il ne me les a pas mis dans l'ordre par contre. Alors la première, c'est une Omega Speedmaster Reduce, donc en 39 mm. Alors je sais pas la référence exacte de ce modèle. En tout cas, c'est la petite version de la Speedmaster. Une montre qui est assez sympa, mais c'est vrai que j'arriverai jamais à comprendre par rapport à la Moonwatch vraiment l'intérêt de la 39, parce que
Vraiment, la Moonwatch, même elle a beau être en 42, elle fait vraiment pas très grosse, hein. C'est vraiment un petit 42 avec la forme de ses cornes et sa longueur de corne à cornes assez petite finalement. Mais voilà, la Omega Speedmaster Reduce, c'est une bonne montre et ouais, je lui mets un 7 sur 10, on va dire. Voilà, on va pas trop commencer fort, sinon après on va plus savoir quoi mettre. La seconde, il s'agit d'une Seiko Présage Fuyu Gasiki édition, c'est pas facile à dire, hein. Donc c'est une petite montre habillée en 34 mm. Je pense que Akiro n'a pas un gros poignet, donc voilà. En tout cas en 34 mm, une montre habillée, c'est cohérent. Alors pour mon poignet, ça serait trop petit. Mais en tout cas, je vais zoomer un peu sur cette montre. On est sur une montre avec une forme, voilà, de montre habillée, élégante, avec certainement une jolie texture qu'on arrive un petit peu à deviner comme ça sur la vidéo. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Je lui mets aussi la note de 7 sur 10. Et là, vous êtes en train de me dire, oh là là, mais tu mets la même note à une Seiko qu'à une Omega, c'est pas normal. Bon, ok. Bref, la troisième, c'est une Omega Aquaterra en 38 mm. Donc il s'est offert cette montre pour célébrer son diplôme et en même temps son tout premier job. Et oui, les montres, c'est vrai qu'on peut se les offrir dans ce genre d'opportunité, enfin de moments de la vie. Donc l'Aquaterra, c'est une belle montre, hein, de chez Omega. Celle-ci est coaxial master chronometer, donc là la certification contraignante quand même de chez Omega, donc c'est vraiment pas mal. Je mets un 8 sur 10 à ce modèle de chez Omega. C'est marrant, mais déjà c'est un 38 mm, mais ça fait tellement plus gros que les deux autres, alors que elle c'est une 39. C'est pour vous dire à quel point la Omega Speedmaster fait vraiment petite. La suivante, il s'agit d'une montre Zeppelin Edinburgh Moonphase en 36 mm. Alors, il y a le reflet de la lumière, mais pour sa défense, c'est extrêmement compliqué de prendre une photo de toutes ces montres, à moins d'avoir un matériel fou pour éclairer sa collection sans avoir de reflet. C'est pas évident. Donc cette Moonphase, alors Zeppelin, c'est une marque allemande en hommage aux Zeppelin, hein, les dirigeables allemands. Donc c'est des designs très vintage qui s'inspirent des montres justement de ces époques-là, hein, de l'entre-deux-guerres. Donc on a quelque chose de très classique. Moi, je suis toujours un petit peu mitigé dans l'avis que j'ai sur cette marque parce que c'est vrai que c'est des montres très abordables. On a souvent du Miyota à l'intérieur. Et là, je pense qu'on a une montre qui est vraiment pas si chère que ça, qui affiche quand même la lune, la phase de la lune. Donc c'est sûr que c'est pas la phase de lune de la Moonwatches que je vous avais présentée. Mais c'est sympa quand même, donc je suis un petit peu embêté. Je lui mettrai un 6 sur 10 à cette montre. Voilà. Montre suivante, il s'agit de la Cartier Santos Dumont large, donc en 43 par 31 mm. Donc c'est en souvenir de son année passée à La Réunion, où il a vécu beaucoup d'expériences enrichissantes. Une grosse montre, hein, pour le coup dans sa collection, la Cartier Santos de tête. Donc c'est une montre qui avait été... C'est la toute première montre de pilote de l'histoire, étonnamment, puisqu'elle avait été créée par Cartier pour Monsieur Santos Dumont, qui était donc un franco-brésilien, l'un des pionniers de l'aviation, qui avait besoin d'une montre au poignet d'une grande taille pour pouvoir lire l'heure quand il était dans son avion. Et donc Cartier lui a créé cette montre qui fait vraiment effectivement plus robuste, hein, qu'une montre habillée, même si à l'heure actuelle c'est pas tout à fait ce qu'on imagine d'une montre habillée, enfin d'une montre de pilote, je veux dire. Ça fait plus montre habillée avec cette fameuse couronne de chez Cartier. Bon, moi Cartier, j'ai beaucoup de mal, j'aime pas beaucoup plus la Santos que la Tank. C'est pas mon style de montre, voilà, ça n'engage que moi. Je sais que c'est des belles montres, très belle histoire, etc. Moi, ça me touche pas énormément. Je lui mettrai quand même un 7 sur 10. Voilà, je suis gentil. Allez, on va mettre un 7 sur 10. La suivante, c'est une Timex Q GMT Pepsi. C'est une montre que je trouve assez jolie, cette montre-là. Donc bracelet intégré. Alors c'est une montre à quartz, hein, celle-ci, en 38 mm. 38 mm pour un bracelet intégré, je trouve que c'est une taille très correcte qui va bien sur des poignées de 17 cm par exemple, ça va bien là-dessus. C'est une GMT à quartz, donc bon, sur le mouvement j'ai pas grand chose à dire.
Par contre, sur le boîtier, sur le travail du métal, tout ça, je trouve que c'est vraiment sympa. La lunette, elle me fait un peu penser à celle d'une Tudor, étonnamment. Donc voilà, c'est certainement pas le même niveau de qualité qu'une Tudor, mais c'est sympa comme montre. Je lui mettrai un 6 sur 10. Ensuite, donc, on passe sur une Oris Pointer Date bronze en 36 mm, donc c'est une petite Oris. Alors, c'est marrant, mais le bronze, j'ai l'impression que ça a été la mode en 2020, 2021, 2022 et que j'ai l'impression que c'est en train de s'estomper. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, mais j'ai l'impression que le bronze, finalement, il n'y a plus autant de hype qu'il y a un an ou deux. Bon, c'est sympa le bronze, hein. Mais même moi, par exemple, à titre personnel, j'ai plus forcément trop envie d'acheter une montre bronze. Alors certains, ils aiment pas du tout le fait que ça se patine aussi vite. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'intéressait, parce qu'en plus, on peut retrouver l'aspect d'origine en mettant du citron dessus, il me semble. Je sais pas si ça vieillit très très bien quand même sur 50 ans, par exemple. Mais bon. Donc là, on est sur un fond de cadran vert, il me semble. Donc voilà, typiquement ce boîtier-là, alors la version 40 hein, pour moi, mais c'est le boîtier que je préfère. J'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur une Oris Big Round calibre 473. Et c'est vrai que les reproches que j'ai, c'est le fait qu'ils aient diminué la taille du boîtier. Bon, là on est sur une 36, donc c'est encore plus petit, mais moi j'aime beaucoup cette version en acier en 40 parce que vous voyez, on a des index, on a des aiguilles cathédrales, on a le pointer date comme ça. Je trouve que c'est un peu mieux que la nouvelle là en 38 qui vaut 4200 €. Qui est moins intéressante, je trouve, sur le design que cette ancienne version. Voilà, alors celle-ci, je lui mets la note de 7 sur 10. La suivante, il s'agit d'une Tudor Prince Date Day Two-Tone. Donc, je ne sais pas de quelles années ça date, mais je pense que c'est assez ancien quand même. C'est une très belle montre, hein. Ça reprend un peu les codes d'une Rolex, de l'équivalent de chez Rolex. Que je vous avais montré notamment dans la collection de Gabi, dans l'épisode 2, la partie 2. Ouais, c'est une belle montre, je lui mets un 8 sur 10 à cette Tudor. Et la suivante, il s'agit donc d'une Glycine Combat Sub en 36 mm. On a compris que Akiro avait un petit poignet, ou alors qu'il aimait les petites montres, et ça se respecte, ça se comprend. Moi je trouve qu'il y a des extrêmes évidemment, mais il vaut mieux avoir une petite montre qu'une trop grosse, je trouve, enfin, c'est mon avis. Donc voilà, bon, je connais pas trop cette montre, hein. Bon, bien sûr c'est une montre de plongée. Ouais, alors cette couleur, je sais pas si c'est marron ou rouge bordeaux, là sur l'image j'ai un peu de mal à savoir. Si je augmente la luminosité, ça change pas grand chose. En tout cas, on a un bracelet plutôt Oyster, même si le maillon du milieu est très petit. Ouais, c'est une montre assez sympa, j'ai pas de coup de cœur spécialement. C'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas de triangle sur la lunette à 12 heures et qu'on ait ce petit cercle comme ça directement. Je lui mets un 6 sur 10 à cette montre. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me disait à la fin? Oui, alors tu seras sur cet épisode, je te confirme. Donc il a un poignet qui fait 15 cm de diamètre. Alors là, je pense qu'on a le poignet de poulet absolu, comme dirait Xavier. Donc voilà, comme il me dit, c'est compliqué de trouver des montres modernes à sa taille. Mais je suis assez content de ma collection actuelle et tu peux l'être. C'était une belle collection d'un jeune un peu comme moi d'ailleurs de 25 ans. J'avais pas vu, mais il a aussi une G-Shock Casio-Hawk mini, oui toujours mini, S2100. Voilà, que je lui mets un 7 sur 10, 6 sur 10 à celle-ci. Voilà. Donc oui, c'est une collection qui est sympa, on voit l'évolution de ses goûts, on voit l'évolution de ses budgets. Non, c'est vraiment sympa. Certaines montres marquent des moments de sa vie. Il a de très belles pièces, hein. La Speedmaster Reduce, alors qui n'est pas ma version préférée de la Speed, hein, vous l'avez compris, mais l'Aquaterra, elle est très belle. La Cartier Santos, même si c'est pas mon style, c'est quand même une très belle montre. Et je trouve que la Tudor comme ça, Prince Day Date, elle est très très sympathique. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de sa collection en commentaire. Moi, je te remercie énormément de me l'avoir partagée, elle était très intéressante. Allez, donc on passe à la seconde collection, il s'agit de la collection de Philippe. Alors Philippe me dit en introduction que, alors déjà il me dit bravo et bon courage pour toutes ces présentations. Mais écoute, je te remercie Philippe. Donc
il me dit quelque chose de très intéressant, c'était en ressortant sa Tissot P380 qu'il avait reçue pour ses 18 ans en 1987, qu'il a remis le nez dans les montres il y a maintenant 2 ans. Donc finalement, on a une collection assez récente, enfin de montres assez récentes, et c'est grâce finalement à sa Tissot qu'il s'y est remis dedans. Donc c'est quand même une histoire assez intéressante. Alors sa collection commence avec une Casio Duro Marlin, donc il avait acheté pour son rapport qualité-prix, et il me dit que elle devrait disparaître à cause des problèmes de droit liés à son cadran. Voilà, j'en sais pas plus. Alors, ce que je sais de la Casio Duro, c'est que c'est un très bon rapport qualité-prix. On a vraiment la montre la plus abordable en termes de montre de plongée. Alors c'est une montre à quartz bien sûr, mais je crois que ça doit valoir autour des 50 balles si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez incroyable et on a vraiment tous les attributs finalement de la montre de plongée moderne, à savoir voilà une couronne, enfin une lunette comme ça de type de plongée, des index luminescents, une bille de luminescence à 12 heures dans la lunette, protège couronne, des cornes assez robustes. Voilà, donc là sur un bracelet NATO, je trouve que c'est vraiment très sympa. Je mettrais un 6 sur 10 à cette montre parce que je trouve que certes, elle vaut pas la même chose qu'une montre à 5000 €, auquel je mettrais un 6 sur 10 aussi, mais c'est-à-dire que pour son prix, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. Donc c'est pas la montre que j'achèterais, mais je trouve qu'elle a quand même un certain intérêt. Voilà. La seconde, c'est une Citizen Suyosa cadran jaune. C'est une montre, bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, je lui mettrais un 8 sur 10 parce que je trouve que vraiment à moins de 300 €, on a une montre de style sport chic. Alors plus chic que sport finalement, puisqu'on a quand même une montre qui ne résiste qu'à 5 ATM avec une couronne assez compliquée à manipuler. C'est ses 2 défauts. À part ça, je trouve qu'elle est vraiment rayonnante en jaune. Donc voilà, 8 sur 10, je crois que j'avais déjà mis cette note, donc je persiste et je signe. La suivante, une Orient Mako 3 Kamasu, donc le modèle rouge que j'ai aussi. Alors, donc lui, il a laissé sur le bracelet métal, mais vous pouvez voir notamment au niveau des cornes hein, qu'on a un jeu assez énorme. Pour moi, ce bracelet métal sur la Mako, c'est quand même un petit peu le défaut de la montre. Je trouve que sur le NATO, il rend pas trop mal et j'aimerais vraiment voir ce que ça donne sur un Tropic ou un Rubber. Un Rubber ou un Rubber ou un Tropic avec une belle chute. Parce que je trouve que le bracelet d'origine, il fait trop massif en fait. Donc voilà, vous voyez là on a... En fait, le problème c'est qu'on a un entrecorne qui est très large pour une montre qui a un diamètre pas si large que ça et je trouve que ça fait très massif. Voilà, mais c'est une très bonne montre hein, de plongée, étanche 20 bars. On peut voir que lui non plus a pas la lunette alignée comme moi, mais à 250 €, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, la suivante c'est une Seiko Présage Cocktail SRPB 43J1, donc une montre de style habillé très élégante. Alors celle-ci est peut-être un peu trop gros je trouve, ça doit être un bon 40,5 voire plus, je sais pas exactement, mais c'est vrai qu'on a un cadran qui est vraiment magnifique pour le coup. Donc voilà, et on a une très grosse couronne aussi. Voilà, je lui mets un... Alors j'ai pas mis de note à la Orient, je vais lui mettre un 7 sur 10. Je suis un peu sévère. 8 sur 10, pardon. Ouais, 8 c'est bien. À la Seiko, je lui mets un 7 sur 10 également parce que je trouve qu'elle est quand même très très jolie. La suivante, c'est une Tissot PRX P380. Donc c'est de cette montre qu'il parlait, qu'on lui avait offert du coup pour ses 18 ans en 87. Écoutez, c'est un peu l'ancêtre de la PRX actuelle, donc là on est sur une montre Biton. En tout cas c'est assez joli, on est vraiment sur une montre vintage. C'est élégant hein, comme ça, je trouve ça vraiment très très sympa pour le coup. Donc je lui mets un 8 sur 10 à cette montre. La suivante c'est une Seiko 5 Military automatique SNK 803 K2. C'est marrant mais cette montre je l'ai également testée sur la chaîne. Un ami à moi me l'avait prêtée pendant quelques semaines et j'en avais fait une vidéo de test. Alors oui, c'est plus les standards de test que j'utilise actuellement, mais vous pouvez aller voir la vidéo. Je trouve, alors la sienne avait un gros problème de masse, la masse tournait dans le vide, j'avais l'impression, elle remontait très mal la montre, elle était complètement imprécise du coup, mais ça je pense qu'elle était imprécise parce qu'elle n'avait pas l'énergie qu'il fallait pour tourner correctement. Donc voilà, Seiko, toujours des soucis je trouve. Voilà, on est typiquement sur la montre de terrain.
Elle fait un petit peu montre de pilote, bon, c'est un peu les deux. Une montre très sympa quand on la remet au regard de son prix qui était d'environ 100 balles je crois. Donc je crois que mon ami l'avait payé 80 €. Enfin, c'est fou quand même de voir l'évolution des tarifs chez Seiko. Donc voilà, c'est une montre assez sympa, je lui mets un 6 sur 10. Son cadran crème était assez attachant je trouve. La suivante c'est une Citizen Platform Aviator NJ0100-38X. C'est une montre que je trouve très sympa, une montre d'aviateur chez Citizen. Effectivement, on a de gros index bien visibles. Alors, on a ce boîtier un peu typique des années 70 pour le coup. Il fait pas du tout moderne. On a un beau chanfrein sur les bords, un beau cadran vert. Je pense qu'on a un entrecorne qui est vraiment large. Hein. Je pense que c'est au moins du 22 si ce n'est du 24. J'ai un doute, mais par rapport à la Citizen, ça me paraît encore plus. À la Orient, ça me paraît encore plus gros. Donc elle, je lui mets un 7 sur 10. Voilà. Ensuite, on a une Lip Dauphine 67 14 29. Voilà, donc on est sur une montre habillée avec des cornes toutes petites, une toute petite couronne. Là, c'est vraiment totalement habillé. Je pense qu'on a un bleu un peu soleillé quand même. Bon, c'est compliqué à dire en photo, mais je pense que c'est un bleu soleillé. Donc voilà, une jolie montre habillée. Je sais pas combien ça fait de millimètres, mais ça n'a pas l'air trop gros. Ça a l'air un poil plus petit quand même que la Seiko. Alors c'est vrai que le cadran est bien moins joli, je trouve. Enfin, en tout cas, bien moins travaillé. C'est assez sympa, je lui mets un 6 sur 10. La suivante, c'est une Citizen ProMaster Marine NY0086-16LEM. Donc c'est une montre extrêmement robuste comme vous pouvez le voir. Bon, c'est du verre minéral, on est sur une Diver 200, donc toutes les caractéristiques qu'il faut de la Diver. Et voilà, c'est Citizen, c'est très robuste. Je sais plus quel est le mouvement à l'intérieur, si c'est le 8000, je pense que c'est le 8000. Hein. Donc c'est pas le mouvement le plus performant qui existe, mais c'est fiable. Je lui mets un 6 sur 10. Je lui aurais mis plus, je pense, avec un verre saphir notamment. La suivante, c'est une Seiko Kinetic SKA 787 P1. Donc le Kinetic, on a l'avantage du quartz en termes de précision et de la masse oscillante qui recharge la batterie de la montre. Donc c'est vrai que c'est des montres qui sont très performantes. Hein. Évidemment, ça n'a pas le charme d'une pure automatique, mais c'est très performant sur la précision en tout cas. Voilà, c'est une technologie propre à Seiko. Donc voilà, c'est une technologie qui marche très bien. On est sur une montre qui est assez jolie comme ça, avec ce cadran blanc crème, je trouve. Peut-être que c'est totalement blanc, mais sur la photo on dirait vraiment que c'est blanc crème, un peu comme les coussins qu'il y a derrière. Donc très sympa cette montre, je lui mets alors très sympa. Je lui mets un 6 sur 10. La suivante, c'est une Citizen Marinotte chronographe AN 2250-54E. Alors c'est une montre peut-être pas vintage, mais je pense qu'elle date au moins des années 90, début 2000 quand même. Ce design-là me paraît assez ancien, mais classique de ces années-là. Je sais qu'il y a Yema aussi qui a fait des montres un petit peu comme ça aussi. Bon, on a un cadran qui est assez petit, on a vraiment une montre très métal, avec ce style comme ça, avec ces cornes qui remontent extrêmement haut. Enfin, c'est ce genre de style des années 90-2000, avec tout ce poly-miroir et ce brossé. Je trouve que ça rend pas mal. Le cadran a un peu vieilli, il fait un peu petit, il fait un peu chargé du coup. Je lui mettrai un 7 sur 10. La suivante, une louche 71 95 08 91 mono aiguille. Pour prendre son temps, exactement. C'est-à-dire qu'on a vraiment une montre où il est à peu près actuellement 5h50 si je me trompe pas. Vous voyez, on n'est pas précis à la minute près, surtout sur une photo qui malheureusement là s'est pris l'éclairage, mais voilà, je vous rappelle que c'est très compliqué de prendre toutes ces montres en photo, que l'éclairage c'est pas évident. Donc voilà, on voit qu'il a un bracelet neuf là, alors la montre est très récente. Bon, c'est sympa, alors c'est pas trop mon style, mais je lui mets un 5 sur 10. Seconde photo, donc la première, il s'agit d'une Kelton, marque française, une Kelton Millennium à rouleau à pile, qui me rappelle la pendule qu'il y avait chez ma
qui me rappelle la pendule qu'il y avait chez ma grand-mère. Alors c'est assez marrant cette montre, c'est-à-dire que c'est de l'analogique, mais c'est-à-dire que ça affiche l'heure avec des chiffres. Donc on a notamment, là il est 10h40 typiquement. C'est assez original je trouve, c'est assez marrant, je lui mets un 6 sur 10. La suivante c'est une Yema LED Silver, donc il l'a fait triper et dont le design rétro-futuriste lui a fait penser à la Cosmos 99, une vieille série de science-fiction. Ok, non, je ne la connais pas, effectivement. Donc là, Yema LED, une montre qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Alors moi, c'est pas du tout ma cam. C'est une période en fait, c'est une réédition d'une montre d'une période qui ne m'évoque pas grand-chose. Donc voilà, on a ce bracelet typique de ce genre d'année. Voilà, c'est-à-dire que ça faisait très futuriste à l'époque et maintenant je trouve que ça rend très mal. Mais c'est qu'une histoire de goût, c'est juste que cette époque-là ne m'évoque rien. Je lui mets un 4 sur 10. Voilà. La montre suivante, c'est une Astronomio MK2 Seagull ST 1940, donc issue d'un Kickstarter. Alors c'est marrant, j'ai une petite anecdote sur cette montre. Sur Instagram, il y a une partie qui s'appelait invitation, enfin il y a une partie comme j'ai un compte pro, il y a une partie boîte principale, boîte générale, et ensuite il y a les invitations, tout ça. Et il s'avère qu'à l'époque du Kickstarter, le fondateur m'avait envoyé un message pour pouvoir tester cette montre, il me semble. Et je ne l'ai vu que 1 ou 2 ans après le message. Donc je n'aurais jamais eu l'occasion de tester cette montre, alors que je pense que j'aurais pu à l'époque la tester. Voilà, donc c'était une montre qu'il fallait monter, je crois, il me semble. Une montre que j'ai montée moi-même, galère, les petites aiguilles, mais sympa à faire. Voilà, elle est jolie, je trouve qu'au final, elle rend bien. On a une forme de boîtier qui est sympa, qui est assez habillée. On a un petit chronographe comme ça, Bicompax, qui est sympa, qui est assez classique, mais qui est pas mal. Peut-être que les sous-compteurs, je les aurais vus d'une autre couleur. Mais non, elle est pas mal, je lui mettrais un petit 7 sur 10. La suivante, c'est une Casio G-Shock GWM 5610-premier. Dites-moi si dans le prochain épisode, vous voulez que je vous donne toutes les références comme ça, parce que c'est pas très sexy. C'est pas très sexy, mais par contre, la montre, comme je dis toujours sur les G-Shock, ce sont des montres utiles dans une collection qui servent à prendre des coups à la place des autres et que l'on n'a pas peur d'amener un peu partout et qui en plus de ça en donnent beaucoup pour leur prix. Donc je lui mets un 7 sur 10 à cette montre. Parce que ça me fait pas rêver non plus, c'est pour ça que ça n'a pas une note plus élevée, mais je peux pas mettre moins parce que c'est quand même une bonne montre, voilà. Ensuite, on a la G-Shock GA2100 SKE-7AER. Donc, c'est un peu la même qu'on a déjà vu pas mal de fois, mais avec un boîtier bracelet transparent. Donc, c'est sympa, je lui mets également un 7 sur 10. La suivante, c'est une LIP de la fin des années 40 avec un beau mouvement qui tourne bien. Donc là, voilà, on a une montre typique des années 40, c'est-à-dire avec un tout petit diamètre. Vous voyez, un tout petit diamètre, une petite seconde à 6 heures et une montre habillée très simple comme ça. Ouais, non, c'est joli. Voilà, c'est vraiment joli. Et là, la dernière, c'est une Longines Comet AS 2061 qui a également un beau mouvement. Donc là, on est sur une montre carrée avec des bords arrondis. Pareil, ça doit être assez ancien aussi. Alors, je sais pas les années, mais ça doit être vraiment ancien. Je sais pas si c'est de l'or, il m'a pas précisé. Alors la LIP, j'ai pas mis de note, je lui mettrai un 7 sur 10 également. Et la Longines, le carré, vous savez que je n'aime pas forcément ce genre de forme, donc je lui mettrai un 5 sur 10. Voilà, très très belle collection, alors voilà, il n'y a pas de montres qui valent une fortune comme on a eu dans la précédente vidéo avec la collection, il n'y avait que des Patek et tout ça. Mais finalement, c'est pas du tout la collection qui vous a le plus plu, celle où il y avait toutes les montres de fou. Et pareil pour moi, c'est pas des montres qui me parlent en fait, quand c'est à des prix comme ça, enfin je trouve ça beau et tout, mais c'est tellement pas dans mes budgets que finalement ça m'intéresse pas plus que ça. Alors que là, typiquement, on a une collection qui est très intéressante parce que on a des montres qui sont relativement abordables pour la plupart, mais qui forment un tout qui est très intéressant, très riche en style, différent, très riche en couleurs, même avec les bracelets, tout ça, non, c'est vraiment très 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 cool et très complet. Il y a un peu de vintage, un peu de folklore, un peu de G-Shock, un peu de montres, un peu de Kickstarter original, et puis des montres un peu plus classiques, mais dans des styles différents, et
c'était vraiment très cool. Collection suivante, c'est la collection de Thibaut. La collection de Thibaut, eh ben, décidément, elle va se mettre correctement, oui. Oh, Thibaut. Alors, il n'y a pas de texte avec. La collection de Thibaut, il y a 6 montres avec, donc il m'a juste mis la liste des montres qui composent cette boîte, sans plus de description, et je pense qu'il me l'a envoyé un petit moment aussi. Donc cette collection, elle est composée en premier lieu d'une Rolex Air King 16900, on en a déjà parlé dans une des précédentes parties. Je préfère largement la nouvelle référence, celle-ci était un peu épaisse et je préfère les marqueurs, les index de la nouvelle qui sont un peu plus jolis je trouve, et en plus de ça ils sont luminescents si je ne me trompe pas, le 3, le 6 et le 9, alors que là c'était pas trop le cas. Voilà, une montre très épaisse de ce que j'ai entendu, enfin très épaisse, pas ultra épaisse, mais je crois que c'en est à plus de 13,5. Ouais, bon, c'est pas ma génération préférée, je préfère la nouvelle. Je lui mets un 7 sur 10. La suivante, c'est une Rolex Oyster Perpetual 124-300, donc c'est les nouvelles références en noir. Il me semble qu'il y a des couleurs un petit peu plus fun. Après, voilà, noir sur une Rolex, ça se comprend, c'est sobre, c'est bien. On a le boîtier Oyster, classique bien sûr, qui diffère assez peu finalement de la Air King. C'est une jolie montre, je lui mettrais un 7 sur 10 aussi. Après voilà, c'est pas les Rolex que je préfère, c'est presque un peu des... Alors c'est pas des mal aimés, mais moi ce genre de Rolex me font toujours penser un peu aux Rolex que on peut acheter parce que c'est pas les plus recherchés en soi. Après ça se trouve Thibaut voulait vraiment ces Rolex et il les a achetés parce qu'il les voulait vraiment et pas par défaut, je sais pas, il m'a pas mis de texte. La suivante c'est une Omega Constellation 1333, alors c'est une montre à quartz chronomètre, donc petite montre vintage avec une forme, c'est hexagonale ça? Oui c'est ça, hexagonale, boîte bracelet intégré, petit diamètre, montre vintage, c'est sympa, hein, c'est sympa. Je lui mettrais un 5 sur 10 parce que c'est pas non plus totalement ma came. La suivante, une Hamilton Khaki Field, les dernières références que vous pouvez toujours acheter. J'aime beaucoup cette montre, son seul défaut c'est d'avoir que 50 mètres de résistance à l'eau. J'aurais bien vu une 100 mètres, ce serait quand même plutôt bien, mais ce boîtier sablé comme ça, c'est très résistant. On a vraiment la réédition, la nouvelle version de la montre militaire que Hamilton fait depuis un siècle limite. Voilà. Donc Hamilton, la plus américaine des marques suisses, puisque l'origine de Hamilton est aux États-Unis. Donc voilà, une montre que j'aime beaucoup, je lui mettrai un 8 sur 10 à cette montre. La suivante, c'est une Tissot PAX Sportmatic 80. On en a déjà parlé plein de fois, on voit que c'est une montre qui a énormément plu. Et j'ai pas envie de la critiquer là-dessus, parce que certains me disent « Ouais, c'est pas original, tout ça », mais en fait, c'est parce que c'est une montre qui plaît que tout le monde l'achète. C'est une pure réussite, la Tissot PRX. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Il y a eu la Moonswatch, mais il y a eu aussi la Tissot PRX, surtout que je trouve bien plus intéressante. Alors oui, certains ont des petits soucis de précision comme JC, tout ça, mais je trouve que sur un poignet de 18, c'est une montre qui passe, mais incroyablement bien. Moi, je crois que je vais vraiment finir par craquer et l'acheter comme ça en bleu, parce que certes, tout le monde l'a, mais je m'en fous, je l'achète pas parce que tout le monde l'a, je l'achète parce que je trouve qu'elle est très belle. Et donc, je lui mets un 9 sur 10. Et la suivante, on en a déjà parlé aussi 100 fois, je lui mets un 7 sur 10. Là, pour le coup, je vais pas me répéter, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on voit cette montre. Et là, on va passer sur la dernière collection qu'on va aborder dans cette vidéo. Il s'agit de la collection de Christophe. Lui, je vous mettrai donc son Instagram en description. Il faudra que je lui redemande s'il veut bien, mais je crois qu'il veut bien. Il est passé sur la chaîne de Daily Shoes pour présenter des Gruen. Donc c'était un épisode extrêmement intéressant. C'est parmi, je trouve, les épisodes comme ça les plus intéressants qu'il y a eu sur la chaîne de Daily Shoes. On a appris beaucoup de choses et ça c'est vraiment très plaisant. Donc on va commencer par ces montres modernes avec notamment donc la Frédéric Constant classique en automatique en 40 mm, donc avec un mouvement Sellita SW200. On a index à 6h et à 12h romain. On a un verre saphir. C'est une gamme que j'aime bien chez Frédéric Constant parce qu'elle n'est pas hors de prix et on a quand même une montre qui est super bien finie, de très belle qualité, hein. Frédéric Constant, c'est une marque qui m'intéresse aussi, donc j'aimerais bien parler en 2023. Je vais essayer de voir ce que je peux faire sans avoir à en acheter une. Mais ouais, une très belle montre habillée pour le coup, d'un diamètre convenable en 2020, enfin de nos jours.
Je lui mettrai un 8 sur 10 à cette montre. La seconde, donc, c'est une Bristol Clubmaster automatique. Donc c'est marrant, mais c'est une montre, moi ça me fait toujours penser à une montre d'origine britannique, alors que Bristol est une marque française. Et ici on a une version assez originale, donc étanche 20 ATM, avec ces deux couronnes, puisqu'on a donc une lunette de plongée interne. C'est assez original avec ce boîtier coussin comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas souvent pour le coup. Donc qu'est-ce qu'il me dit là-dessus? On est sur une montre équipée d'un verre minéral de 2,8 mm d'épaisseur. Elle a donc un mouvement Seiko NH35. Voilà, donc elle fait 42 mm. Alors le défaut pour moi c'est vraiment le NH35. Le NH35 c'est l'équivalent du 4R35 de chez Seiko, mais c'est la version d'exportation pour les autres marques Seiko du coup. C'est un mouvement qui est quand même avec des tolérances de précision annoncées qui sont gigantesques. Donc elles sont souvent mieux réglées bien évidemment, mais il n'empêche que si votre montre fait plus 40 secondes par jour, ce qui est colossal, moins 30 secondes par jour, elle ne sera pas prise en compte par la garantie. Ce que je trouve assez honteux en 2020. Quel que soit le prix, honnêtement, ça devient un peu fou quand même. Donc voilà, je lui mets un 6 sur 10 parce que c'est pas trop ma cam. Le boîtier coussin comme ça, avec ces deux couronnes comme ça et cette lunette interne. Vous savez, si vous avez déjà vu ma chaîne depuis un moment, que c'est pas trop mon style, moi, les lunettes internes. La suivante, donc, c'est une Fred Joaillier Paris, donc plus communément appelée Fred. Alors, il m'a fait énormément de lectures, donc beaucoup de renseignements, ce qui est très utile quand c'est des marques pas si connues que ça. Donc, c'est une marque française de haute joaillerie et d'horlogerie fondée par Fred Samuel. Donc c'est un ancien militaire, commandeur de la Légion d'honneur et médaillé militaire. Il était entre autres titulaire de la Croix de guerre de la guerre de 1939-1945. Donc la montre et le modèle 1936 en acier, verre saphir et mouvement quartz, acheté en 2001. Je crois que c'est vraiment sa montre, c'est-à-dire que c'est vraiment celle à laquelle il tient le plus, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est sa première montre aussi, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, il avait acheté, alors ça va, il m'a dit le prix, mais je m'en souviens plus. Ça valait quand même assez cher à l'époque. On est sur une montre vraiment haut de gamme pour une montre à quartz. Donc c'est assez sympa, c'est assez original. On pourrait dire que ça ressemble un peu à une Cartier, mais je trouve pas quand même. C'est assez différent, notamment avec ces espèces de creusets comme ça qui donnent une certaine symétrie. Donc c'est assez sympa vraiment. Suivante, donc là on est sur une... pardon, hop là, oh là, vous avez rien vu. On est sur une Endal, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est une montre automatique 30 ATM, boîtier acier 316L en 41 mm. On a un verre saphir et un mouvement Seiko NH35. Alors vous l'aurez remarqué, c'est une montre hommage à la Seiko 62 Mass. Alors c'est pareil, lui les montres hommage à la base c'était pas trop son truc. Et en fait il a été impressionné de voir que cette montre était vraiment super bien finie. Ça, je me souviens bien qu'il a insisté là-dessus. Et c'est vrai que quand on regarde les détails de la lunette, je trouve que c'est vraiment bien fait. Même les alignements, tout ça, c'est impressionnant. Et ils ont fait quand même très fort sur cet hommage, c'est-à-dire qu'elle est étanche 2 fois plus que l'original, donc la 62 Mass de 65, qui était seulement étanche à 15 ATM. Donc c'est quand même... non, c'est une belle montre hommage, même si c'est vrai que moi non plus, les montres hommage, c'est pas trop mon style. Je lui mettrai un 7 sur 10. La suivante, c'est une Casio 5 ATM. Donc voilà, une montre, c'est pas une G-Shock, mais c'est une montre quand même relativement robuste à quartz avec plusieurs fonctions. Donc ça, c'est sympa, je lui mettrai un 6 sur 10. Voilà pour ça, donc c'est ces montres modernes, c'est pas du tout la plus grosse partie de sa collection, vous allez le voir. On passe maintenant à des montres qu'on ne voit très rarement et c'est la première fois que surtout je vais pouvoir vous les détailler un peu, puisqu'il m'en a un peu parlé. Enfin, en tout cas, de certains modèles plus que d'autres, et j'ai pas forcément tout retenu, même si j'ai eu Christophe pendant 1 heure au téléphone, et c'était vraiment très sympa. Un énorme merci pour ton temps, Christophe, ça m'a beaucoup plu. Donc, la première, il s'agit d'une Lip type courant,
à remontage mécanique, donc circa 1920-1930. Donc voilà, une montre à gousset en très bel état. Alors vous allez me dire, ouais, elle n'est pas parfaite, mais en fait, je trouve que pour une montre des années 20-30, c'est quand même assez exceptionnel. Donc petite seconde, de belles aiguilles, on voit qu'elles ont vieilli. On voit que cette montre a une vraie patine, mais elle reste très propre sur le cadran. Donc c'est un très bel objet. Alors évidemment, une montre à gousset de nos jours, ça sert plus à rien, encore moins qu'une montre de poignet automatique, mais c'est un bel objet. La suivante, c'est une régulateur. Donc c'était la montre des cheminots, fabriquée dans les établissements Victor Haguenau vers 1930. Donc vous voyez, c'est la montre qu'avaient ces cheminots qu'on peut voir notamment dans les films, habillés en noir comme ça, avec cette montre à gousset. C'était quand même tellement élégant, je trouve, à l'époque. Donc voilà, la régulateur. Très belle montre, pareil, dans un état assez incroyable, avec une jolie patine. C'est un très bel objet. Moi, je pourrais me poser comme ça et les regarder, je pense, pendant de nombreuses minutes, parce que c'est quand même très très beau. Voilà. La suivante, c'est une Gustave Vuillarmet à la Tour Eiffel, c'est son nom. Donc elle est en argent, elle a été faite vers 1870. Donc c'est un très rare exemplaire de ce fabricant de la rue Battant à Besançon. Donc c'est un remontage à clé. Petite anecdote qui m'a été écrite par Christophe. Gustave Vuillarmet fut président de la Société des horlogers de Besançon et également conseiller municipal. Donc voilà, c'est quand même une montre qui a... alors la précédente a une très belle histoire puisqu'elle est aussi associée aux cheminots, donc dans les années 20-30. Celle-ci, on est quand même en 1870, autour de 1870. Donc c'est un modèle qui a quand même 150 ans. Voilà, c'est quand même assez impressionnant d'avoir un tel objet devant les yeux. Là, les aiguilles, elles ont quand même beaucoup souffert, elles sont très rouillées, mais malgré tout, le cadran est quand même en très bel état. Quand on pense que cet objet a 150 ans, je trouve que c'est extraordinaire, vous voyez, un tel objet. Donc voilà. Merci en tout cas pour ces renseignements sur ces 3 montres à gousset qui sont quand même assez exceptionnelles. Allez, donc on passe maintenant à ces montres vintage. Et on va commencer avec la Lebem Calendograph, qui est donc équipée d'un boîtier plaqué or de 33 mm avec une petite seconde à 6 heures. On a un pointer date, donc une aiguille avec un croissant de lune au bout pour indiquer la date. Et la lunette, elle a une particularité assez marrante, assez exceptionnelle. Il s'agit d'une lunette qui indique le jour, donc par exemple vous pouvez la tourner et vous pouvez l'aligner. Donc par exemple, là vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et vous pouvez l'aligner sur les jours de la semaine. Alors, ce qui est très drôle, il y a une mention ici qui signifie brevet SGDG, qui veut dire brevet sans garantie du gouvernement, je sais plus. Enfin bref, ça veut dire vraiment qu'ils n'étaient pas sûrs de leur coup en fait avec ça. Mais c'est quand même extraordinairement drôle en fait. Voilà, donc là elle est équipée sur un bracelet cuir boucle papillon et info complémentaire. Lebem était une filiale de Diffor. La montre est des années 60 avec un mouvement Lorsa 238C. Voilà, l'Orsa est une abréviation de l'horlogerie de Savoie. Donc voilà, c'est une montre atypique et rare et extrêmement originale. Moi je lui mettrais un 8 sur 10 parce que c'est très compliqué pour moi de noter les montres vintage parce que je trouve que dans tous les cas c'est de beaux objets, nostalgiques, tout ça. Et ça c'est hors du commun quand même. Et il a vraiment une collection comme ça assez hors du commun. La suivante, donc, il est passé en daily shoes avec ces montres là. Il s'agit d'une Gruen Precision 510 RSS monobloc de 34 mm à seconde centrale, circa 1960, mouvement manufacture à remontage manuel. Donc Gruen, c'est une marque suisse disparue maintenant. Le siège social était aux États-Unis et elle est connue, cette marque, pour avoir été au poignet de James Bond dans le tout premier opus. Voilà, donc celle-ci n'est pas la montre de James Bond, donc elle est absolument magnifique. Je crois que c'est ma préférée sur les Gruen. Je la trouve vraiment très très belle avec ses index 12, 3, 6 et 9 en chiffres et le reste sont des index
appliqué comme ça, pas bâton, hein, je sais plus comment on appelle ça, mais double facette, c'est vraiment joli en triangle, vraiment sympa, hein, ça rappelle donc les aiguilles comme ça. Donc c'est une très très belle montre habillée, vraiment magnifique en 34 mm de 1960, c'est top. Et on a quelque chose qui est assez drôle sur le cadran, c'est la mention waterproof. Voilà, elle résiste aux éclaboussures en gros. Donc la seconde Gruen, il s'agit d'une Gruen Précision 510 première édition, boîtier de 34 mm. Donc cette montre est connue pour avoir été la première montre de James Bond, justement donc au poignet de Sean Connery dans le film Dr. No, puis Goldfinger. Donc dans Dr. No, je crois que c'est tout au début au casino si je me trompe pas, et et quand il ramène la fille aussi dans sa chambre, la première James Bond girl si je me trompe pas, et dans Goldfinger c'est quand il est quand il est prisonnier hein, justement de Goldfinger, et notamment aussi quand il se bat avec le chinois là. Moi j'adore James Bond, hein, c'est vraiment ma série de films préférée, enfin, c'est vraiment parmi mes œuvres cinématographiques préférées. James Bond, je les ai tous vus plusieurs fois. Après j'ai toujours une très mauvaise mémoire, donc voilà, mais ça me touche et je trouve que cette montre est également très belle. Alors je crois que la sienne dans James Bond n'était pas tout à fait exactement comme ça, il me semble qu'il y avait des chiffres, mais bon, c'est une très belle montre. Alors il aime qu'elle soit dans des états quasi irréprochables, et c'est vrai qu'elles sont quand même dans de très très beaux états. Alors j'ai pas mis de note, je lui mets un 8 à celle-ci, je mets également un 8 à celle-là. C'est marrant, mais les montres vintage, j'ai envie de leur mettre toutes 8 en fait, je sais pas pourquoi. Ensuite on passe à la Gruen 415 RSS Genève à spirale Breguet. Wow. Boîtier 34 mm, entièrement restauré. Et là, je vous invite à aller voir l'épisode de Daily Shows parce qu'il en parle. Il a restauré lui-même, en partie lui-même, avec son horloger. Enfin, il a vraiment fait du beau boulot. Il y a un très beau bracelet comme ça aussi sur cette montre. Voilà, c'est celle que j'aime le moins. On voit qu'elle a patine hein, sur les aiguilles notamment. Ouais, c'est celle que j'aime le moins parmi les trois. Je lui mettrais, allez, pour vraiment les différencier, je lui mettrais un 7, un 7,5 à celle-là. Mais ça reste une jolie montre également. La suivante, c'est une calendographe, des années 1960 hein, environ. Donc petite seconde à 6 heures, on a encore une fois une aiguille avec une indication de la date. Donc c'est un rare exemplaire en 38 mm qui était assez grosse hein, pour l'époque. Plaqué or, on a ici un bracelet en python avec une boucle déployante. Le mouvement est un Lorsa. Donc voilà, une montre également très sympa. J'aime beaucoup la forme de ses cornes. On a aussi, je trouve que le bracelet qu'il lui a mis va vraiment très très bien avec les couleurs de ce cadran, qui est assez complexe hein, au niveau couleur. Mais c'est vraiment très beau également comme montre. Je lui mettrais un 9 sur 10 aussi. Je la trouve vraiment très chouette cette montre. La suivante, il s'agit d'une Girard Perregaux calibre 20. Donc c'est un modèle rare en 34 mm plaqué or, remontage mécanique des années 50-60. Donc c'est une très très belle montre habillée comme ça. Je sais pas du tout combien ça vaut, mais ça doit quand même coûter assez cher. Ah, quoique, on arrive toujours à trouver ce genre de montre à des prix tellement en dessous de ce que ça devrait valoir, je trouve. Donc très très belle. Je pense qu'elle est soit en or jaune, soit en or rose, je sais plus exactement. Mais c'est très beau, voilà, c'est très beau également. Je lui mets un 8 sur 10. En tout cas, on a un beau cadran blanc avec des index mis de façon assez originale, hein, puisqu'on a 12, 2, 4, 6, 8, 10. C'est assez peu commun, ce genre d'indication. Voilà, page suivante. Donc ici, nous avons une Lip calibre R25 boîtier acier en attente de bracelet. Donc on a un remontage manuel. Donc elle est assez jolie, on voit que c'est une montre habillée. Et je trouve que ce qui est original, c'est les plots comme ça que l'on a pour marquer donc toutes les heures. C'est peu commun, je trouve, ces plots-là. Donc c'est assez cool. Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est à 6 heures et on voit qu'ils ont commencé le 6 et qu'ensuite la petite seconde lui est passée dessus. C'est assez original. Alors, j'aime un peu moins, j'aime même beaucoup moins que les Gruen. Je trouve qu'elle est moins jolie. Je lui mettrais un 6 sur 10. La montre suivante, donc ça, il m'a précisé que c'était les montres que portait sa femme. Donc là, on est sur une Jaeger LeCoultre très verso à remontage manuel. Donc très sympa. La Reverso, elle a quand même une histoire assez incroyable. Donc je sais pas vraiment la taille de cette montre, elle est assez petite quand même. Mais alors,
j'ai tendance à préférer l'histoire de la Reverso à celle de la Cartier Tank. Ouais, c'est deux montres assez similaires finalement dans les formes. Alors, du fait de ses spécificités, la Reverso a un cadran qui est toujours assez petit par rapport à la taille globale du boîtier, mais c'est logique par rapport à l'histoire de cette montre, vu qu'elle avait été créée pour pouvoir retourner le cadran dans le boîtier afin de la protéger. Donc une histoire assez intéressante, démontrez-vous, hein. On a fait une vidéo de la Reverso. Donc voilà, une montre très intéressante sur le plan historique, je lui mettrai un 8 sur 10. La suivante, il s'agit d'une Omega en or massif de 1943, calibre R11.5 à remontage manuel. Alors, c'est une toute petite montre, hein, qu'on soit clair. C'est pas du tout mon style, mais ça me fait marrer la taille de la couronne par rapport au reste. Voilà, on est sur une montre bracelet, enfin c'est vraiment fait pour les femmes, je trouve. Donc compliqué de noter une montre comme ça, je lui mettrais un 5 sur 10, parce que je lui mets la moyenne parce que je sais pas trop quoi dire là-dessus. C'est très ancien quand même. C'est pas du tout ma cam, forcément, ça doit être un diamètre vraiment microscopique, mais c'est intéressant de l'avoir mis là. Et puis la dernière, il s'agit d'une Angelus 8 jours vers de 1930 environ. Alors c'est marrant, on a eu une discussion assez longue sur cette montre. Alors, c'est une montre réveil, je pense, hein. Alors c'est un peu bizarre, c'est une montre qu'on met, c'est une horloge de bureau en fait. Alors c'est marrant parce que moi, Angelus, pour moi, hein, qui suis viticulteur dans la région bordelaise, c'est le château Angelus, tout simplement, à Saint-Émilion. Et en fait, non. Enfin, oui, mais c'est aussi une marque de montres, d'horlogerie, qui fait des montres extrêmement chères, hein, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Allez voir sur internet, c'est des montres assez exceptionnelles. Et à l'époque, ils faisaient comme ça, ce genre de montres de bureau, je pense. Donc ouais, c'est assez intéressant d'avoir mis ça. Je sais pas trop comment le noter ou quoi. Je vais tout simplement ne pas le noter parce que je sais pas quoi dire là-dessus. Mais c'est vraiment comme quoi il y a tellement de façons d'exprimer le temps qui passe que c'est quand même assez intéressant. Voilà pour cette collection. On va s'arrêter là. Puisque à l'enregistrement je suis à plus d'1 heure, alors je sais qu'avec le montage on est au moins pour 10 minutes de moins, mais je pense qu'on est déjà bien. Vraiment, si vous avez des questions, je pense que Christophe vous répondra avec grand plaisir parce que c'est un passionné qui peut parler des heures de ses montres, il adore le vintage. Alors moi, je vais être honnête, le vintage, ça me donne pas forcément envie d'en acheter du vintage. J'admire les montres vintage, tout ça, mais je sais pas pourquoi je ressens pas le besoin d'en acheter parce que voilà, ça demande une attention particulière, c'est une certaine fragilité. J'ai écouté le podcast justement de Démontrez-vous où c'était Clément entre-temps qui passait dedans, qui est un peu plus jeune que moi, mais qui pareil, pour lui les montres vintage ça lui parle pas non plus. Je pense qu'on a à peu près le même avis là-dessus. Je pense que voilà, c'est de beaux objets, mais je ne me vois pas avec. C'est une nostalgie que je n'ai pas forcément non plus. Enfin, moins qu'une personne qui a 40, 50, 60 ans. Puisque ce sont des montres qu'il a connues étant plus jeune et qu'il a envie d'avoir maintenant à son âge. Moi, je sais pas, j'ai envie de faire ma propre histoire avec des montres modernes actuelles, et dans 20, 30, 40 ans, ce seront les montres modernes actuelles qui seront des vintage. On verra comment elles seront. Évidemment, elles vieilliront beaucoup mieux parce qu'on a fait de gros progrès sur les matériaux, mais voilà, j'ai envie de construire ma propre histoire avec des montres neuves pour l'instant. Et peut-être, qui sait, quand j'aurai 40, 50 ans, j'essaierai de me reconstruire une collection de montres du début des années 2000. Peut-être, on verra. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai commencé cette vidéo à 23 h, j'étais en forme et là il est minuit et je commence à être un peu fatigué. J'espère que ça se sera pas trop ressenti sur la vidéo. Mais c'est vrai que c'est des grosses vidéos, j'ai envie de vous en montrer le plus possible de façon spontanée comme ça. En tout cas voilà, dites-moi quelle collection vous a le plus plu. C'est compliqué à dire. J'aime beaucoup toutes les collections qu'on a vues. J'aime beaucoup cette première collection parce qu'on voit que c'est une collection adaptée à quelqu'un qui a vraiment un très petit poignet et il a réussi à faire quelque chose d'original, de bien construit avec des montres de petit diamètre, alors que de nos jours c'est pas évident de trouver des montres de petit diamètre. La deuxième, c'est la démonstration qu'on peut faire quelque chose de très sympa, que ce soit en termes de style, de couleur.
avec un budget relativement serré par montre. Celle-ci, bon, c'est finalement celle qui... Elle est intéressante, c'est une collection que j'aime bien, vraiment. Mais il y a beaucoup de déjà-vu finalement. Typiquement, toute la colonne du bas, on l'avait déjà vue, et même celle du haut en partie. Mais c'est une belle collection. J'aimerais beaucoup aussi avoir cette collection de 6 montres. Voilà. Donc c'est aussi sympa. Voilà. La suivante. La collection de Christophe qu'on a vu qui est assez vaste avec quelques modernes, mais surtout le cœur de sa collection c'est les vintage. Je trouve ça exceptionnel de voir ces montres à gousset. Et ensuite sa collection de vintage avec ses Gruen que je trouve vraiment magnifiques. En plus, lui, ces montres vintage, alors, elles sont pas neuves, mais elles sont dans un état qui est très satisfaisant. Voilà. Et puis les dernières comme ça, où c'est le petit bonus. C'est horriblement dur de choisir quelle collection je préfère. Parce que d'un côté, j'admire la collection de Christophe qui a des vintage magnifiques, mais moi, vous savez, je vous l'ai dit, le vintage n'est pas trop ma came. J'arrive pas du tout à savoir quelle collection je préfère. J'aime beaucoup celle-ci. C'était la collection de Philippe, voilà, que je trouve très bien. Bon, vous avez compris, j'arrive pas à déterminer quelle collection je préfère. Dites-moi, vous, laquelle vous avez préférée. Si vous avez un petit poignet, il y a des chances que ce soit la première. Si vous aimez le vintage, il y a des chances que ce soit celle de Christophe. Si vous aimez les Rolex, ça sera l'autre. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.